Bienvenue. Cette semaine, nous recevons M. Étienne Soropogui, membre de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI. Merci, M. Étienne, de nous avoir reçus chez vous. Merci, M. Traoré. Voilà, merci. Monsieur Soropogui, première question. On ne vous entend plus parler, la CENI. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, je voudrais avant, tout en vous remerciant de l'opportunité que vous me ferez pour m'adresser à mes compatriotes, je voudrais que vous me permettez d'adresser aux populations guinéennes, au peuple de Guinée, un hommage mérité pour leur comportement qui a déjoué tous les pronostics, parce que les Guinéens se sont, à l'occasion du scrutin que nous avons eu, notamment l'élection présidentielle, se sont rendus massivement aux urnes pour voter. Je voudrais aussi profiter de cette occasion, parce que je ne l'avais pas fait en son temps, féliciter et rendre un hommage à la classe politique guinéenne dans son entièreté, mais aussi et essentiellement à ceux qui ont compéti, ceux qui ont eu le courage de compétir. Je crois qu'eux aussi ont montré une très grande maturité en acceptant plus ou moins ce qui s'est passé. Vous savez, quand on gère un processus électoral, il est difficile de parler et de prendre des positions parce que cela peut être interprété comme prenant des positions, notamment dans le jeu politique, pour l'un camp ou pour l'autre camp. Je crois que c'est pour ça qu'au niveau de la CENI, nous avons essayé, tant bien que mal, de garder le profil bas pour faire notre travail que nous estimons qui a été bien fait, parce qu'aujourd'hui, le président qui a été élu, il faut le reconnaître, sa légitimité ne souffre d'aucun doute. D'accord, mais vous avez été beaucoup critiqué par notamment l'opposition. Vous savez, il n'y a pas que l'opposition qui a critiqué la CENI. Alors, au sorti de ce scrutin, on a eu comme l'impression qu'il y avait comme une unanimité, un consensus qu'il fallait faire porter le chapeau sur une structure. Hein, on va dire un bouc émissaire, il fallait trouver quelqu'un qu'il fallait identifier comme un bouc émissaire pour dire que tout ce qui n'a pas marché, en fait, il appartenait à cette institution de porter ce chapeau. Peut-être c'était aussi pour calmer un peu ceux qui ont perdu, mais en même temps, tout le monde était unanime sur le fait que le président qui a été élu conformément aux standards et aux normes démocratiques. Alors, moi, je ne peux pas comprendre que d'un côté, on pense que ceux qui ont organisé une élection ne méritent pas de l'organiser et estimer que celui qui a gagné normalement. Je crois qu'il faut sortir de ce débat. C'est un débat qui ne fait pas avancer l'Afrique. Vous savez, aujourd'hui en Afrique, nous avons un certain nombre de choses sur lesquelles nous avançons. Le fait de ne plus toucher aux constitutions, c'est un acquis. Hein? Le fait de ne plus truquer les élections, ça peut être un acquis aussi. Mais le fait aussi d'accepter les résultats devrait entrer dans nos mœurs politiques comme un acquis. C'est difficile de perdre, je le comprends, je suis d'accord avec. Mais je crois qu'à un moment donné, pour aider la démocratie, pour aider le peuple, il faut savoir accepter ce qui a été fait par le peuple, ce qui a été dit par le peuple, pour qu'on avance. Oui, mais quelque chose aussi n'a pas marché quand même pour l'organisation de ces élections. C'est quoi selon vous? Vous savez, les élections, effectivement, c'est quelque chose c'est une œuvre humaine qu'on déploie. L'homme, quand il travaille, ce n'est pas forcément parfait. Ce que je veux dire, du point de vue organisationnel, c'est vrai qu'il y a eu des choses qui n'ont pas marché. Mais ce n'est pas seulement en Guinée. La plupart des pays en Afrique où nous organisons des élections, ces pays sont confrontés à un certain nombre de défis. Mais, alors, je dis, il faut que les responsabilités soient partagées. Quand on organise une élection, quand vous prenez le code électoral guinéen, il est traversé par un certain nombre d'instruments de transparence. C'est quoi la transparence en matière électorale? La transparence, c'est la capacité que l'institution peut offrir aux uns et aux autres, notamment aux parties prenantes, de prendre part aux différentes grandes étapes du scrutin ou du processus. Alors, quand vous prenez le code électoral guinéen, toutes les grandes étapes du processus, il est demandé, le code exige que les parties prenantes, notamment les partis politiques, soient présents. Ça commence par la mise en place des démembrements. Tous les partis y sont représentés. Et quand on met en place les démembrements,
on commence à construire l'architecture du fichier électoral. À ce niveau, on met ce qu'on appelle en place les CAL, les commissions administratives de révision des listes électorales, qui ont, je le rappelle, une composition inclusive. C'est-à-dire qu'il est permis à toutes les parties prenantes de se faire représenter au niveau de ces commissions. Alors moi, je ne comprends pas qu'à ce niveau qu'on vient de me dire, dès l'instant qu'on vous donne la possibilité d'être présent au niveau d'une commission qui est en charge d'enrôler les personnes, qu'il y a eu des enrôlements d'enfants, vous n'avez pas pu maîtriser. Il se trouve malheureusement que à l'intérieur de ces commissions, les partis n'ont pas forcément la capacité ou les moyens d'envoyer ces personnes là-bas. Et ça, ce n'est pas la CENI qui doit en prendre la responsabilité. Si vous n'êtes pas présent ou vous devez être présent, il n'appartient pas à la CENI de régler ça. Et puis vous avez beaucoup d'autres schémas, d'autres instruments comme ça, jusqu'au niveau du bureau de vote. Où le bureau de vote, il n'y a aucun représentant de la CENI, c'est composé de manière inclusive, de nature à ce que tout le monde soit présent. Et c'est de là que les résultats ressortent pour venir au niveau de ce qu'on appelle les CACV. Les CACV, c'est les commissions administratives de centralisation des votes. Là aussi, tout le monde est présent. Alors nous, ce sont ces résultats que nous recevons à la CENI que nous ne faisons que lire. Oui, absolument. Monsieur Soropogui, certains pourraient vous reprocher d'avoir changé un peu de langage. Vous étiez très critique à l'égard de la CENI, quand bien même que vous étiez membre de la CENI. Oui, c'est vrai que, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, je fais partie de ceux qui ont construit ce processus. D'accord. À un moment donné, c'est vrai, j'ai été exclu, mais aujourd'hui, je fais partie de ceux qui ont construit ce processus de bout en bout. Je ne peux pas cracher sur quelque chose que je construis moi-même. J'estime que la façon dont nous avons déroulé, c'est vrai qu'il y a eu, tout n'est pas clean, on va dire, tout n'est pas rose, mais la façon dont nous avons déroulé ce processus, de mon point de vue, je crois que nous l'avons déroulé conformément à un certain nombre de principes et de règles. Je ne peux pas me mettre à parler comme... Maintenant où on en est, vous devez organiser les communales, les locales pendant le premier trimestre, je crois, de 2016, où je vous disais au départ qu'on ne vous entend plus. Vous êtes à quel niveau de ce processus? En fait, pour revenir un peu sur ce qui s'est passé, notamment au niveau de l'élection présidentielle, je crois qu'il y a des leçons à tirer. Comme je l'ai dit tantôt, tout n'est pas rose. Nous avons eu des difficultés, notamment dans le cadre des questions logistiques, où nous avions à l'époque pris la décision de faire confiance aux acteurs de terrain en envoyant tout le matériel électoral pour qu'eux ils se chargent du dispatching. Je crois que ça, c'est une expérience que nous n'allons plus refaire ici parce que ça n'a pas marché. Nous avons même eu beaucoup de chance parce que ça aurait pu aller dans tous les sens. Je crois que dorénavant, il s'agira pour nous de nous arranger à ce qu'on mette en place au niveau de Conakry un centre national de conditionnement pour que le matériel électoral puisse être remis, en évitant le maximum de transit, être remis directement au président de bureau de vote, de nature à ce qu'on ne peut pas se retrouver dans des situations où les gens, dans le dispatching, ils ont fait des répartitions automatiques. C'est-à-dire que quelqu'un qui a 500 bureaux de vote, il reçoit un certain nombre de matériel. Au lieu de repartir en fonction du nombre d'électeurs affectés dans le bureau de vote, il repartit de manière égalitaire. Et forcément, vous avez dans certains bureaux des manquants. Qui doivent en avoir beaucoup plus qu'il en faut et d'autres non. Et un autre exemple, c'est les gens n'ont pas la connaissance forcément du matériel électoral. Nous avons surpris un chef de quartier à Kaloum qui avait pris, parce qu'il avait reçu le matériel, il l'a mis dans une concession. Il ne savait pas que c'était des bulletins. Et finalement, quand on a constaté que les bulletins étaient en manque, on s'était rendu là. Il a dit, mais écoutez, moi j'ai pris quelques documents, j'ai mis ça ici, venez vérifier si c'est le bulletin. Finalement, on s'est rendu compte que c'était des bulletins, donc on a fait sortir. En fait, ce n'était pas le fait donc que ça manquait. Vous tenez compte de ces problèmes logistiques pour organiser les prochaines communales? Il y a autre chose sur lesquelles il va falloir que nous améliorions un peu notre mode de gouvernance des questions électorales. C'est celle liée au fait que nous devons aussi améliorer nos relations avec les parties prenantes, notamment les partis politiques. Il est important que quand on organise une élection, qu'on n'ait pas de relations difficiles avec les partis politiques. La CENI, dans sa configuration actuelle, a été mise en place pour donner une certaine confiance aux acteurs. Okay. On ne peut pas continuer à faire en sorte que les acteurs n'aient pas confiance à notre institution. Je crois que c'est une question de survie pour nous. Cela dépend de la façon dont on gère, dont on déploie tous les mécanismes qui sont mis à notre disposition. Je crois que tout cela mis ensemble
nous permettrait effectivement de faire le pas pour aller vers les élections communales. Vous en êtes au niveau de l'organisation des communales? Alors, au sorti du scrutin présidentiel, nous avons tout de suite organisé un atelier à Kindia pour réfléchir sur les contours, organisation et tous les défis qui entourent l'organisation de ces élections, je dis locales, ce n'est pas que communales. Elles sont plus importantes en termes d'envergure, en termes de défis logistiques que la présidentielle. C'est-à-dire que là, nous partons avec plusieurs circonscriptions électorales. En Guinée, il est prévu que les élections se tiennent aussi bien dans les communes rurales que dans les communes urbaines, mais aussi dans les districts et dans les quartiers. Donc, vous aurez, en déployant un tel schéma, vous aurez autour de 3000 et quelques circonscriptions. Et rares sont les pays qui ont fait un tel exercice. Peut-être vous avez en France où le nombre de circonscriptions peut dépasser ce niveau, mais en Afrique, c'est rare. Au Sénégal, où j'étais tout récemment, j'ai discuté avec les autorités là-bas, électorales notamment, qui disaient qu'eux, ils sont autour de 600. Alors nous avons effectivement, nous aurons à organiser des élections au niveau de 3800 circonscriptions. Ouais. Cela suppose une organisation énorme au niveau logistique. Mais il se trouve que l'organisation des élections se fait sur la base d'un certain nombre de textes, notamment le code électoral. Alors, quand nous sommes là à Kindia, on a remarqué, je crois que beaucoup de personnes avaient fait la même réflexion, les mêmes remarques, que le code électoral, dans sa configuration actuelle, contredit dans certaines de ses dispositions, je dis, la Constitution. Donc il s'agira pour nous de voir comment est-ce qu'on peut régler ces questions-là. C'est des contraintes que nous avons et sur lesquelles nous sommes en train de réfléchir avec notre partenaire traditionnel, qui est le ministère de l'administration et du territoire. Je vais vous citer quelques contraintes qui sont contenues dans le code électoral. C'est-à-dire quand vous prenez l'article 135 de la Constitution, il est dit que la création et l'organisation des collectivités territoriales est du domaine de la loi. C'est-à-dire que c'est le législateur qui doit créer les collectivités territoriales. Mais vous allez dans l'article 99 du Code électoral, on dit que c'est une compétence qui est dévolue au ministre de l'administration du territoire. Et vous allez dans le même code, à l'article 111, on vous dit que c'est une compétence qui est dévolue au président de la République. Donc ça pose un problème. Oui, il s'agira de soulever. Mais vous savez, il y a un grand principe en droit qui est la hiérarchie des normes. Quand une norme inférieure n'a pas le droit de contredire une norme supérieure. Donc nous, de notre point de vue, on estime que toutes les contradictions qui ont été déjà identifiées au niveau je peux vous citer une autre contradiction où on vous dit, vous savez, la Constitution consacre le principe du vote secret. Et vous avez, au niveau du Code électoral, notamment les articles 106 et 102, qui disent que vous devez recevoir les déclarations de candidature le jour du scrutin. Alors comment est-ce que vous pouvez, si vous voulez garantir le secret du vote, vous devez préalablement les recevoir et concevoir les bulletins et pour que tout ça c'est compliqué maintenant. Donc, tout ça, et puis après il y a une autre disposition, je crois que c'est l'article 106 qui dit que le vote, les gens doivent voter à main levée derrière les candidats. Tout ça, c'est de nature à contrôler. Un peu compliqué, mais j'ose croire que vous avancez tout de même, bien qu'il y ait toutes ces difficultés. Oui, naturellement. C'est vrai que nous avons conçu une architecture globale, avant d'aller en congé, qui nous permet d'avoir une certaine vue. Est-ce que le premier trimestre de 2016 va tenir? Vous savez, on ne peut plus rester dans le schéma en commençant à vous donner des dates. D'accord, ça marche, oui. Nous allons travailler au sorti de ces congés, aller à Kindia encore une fois pour concevoir le chronogramme des élections communales. Monsieur Soropogui, vous disiez à un certain moment que vous ne devriez pas avoir des relations difficiles avec les partis politiques. Mais vous, particulièrement, vous avez à un certain moment eu des difficultés avec votre propre parti, le NFD. Voilà, vous avez même traité le leader de NFD de Petit Pousset qui ne devrait pas vous désorienter dans ce que vous faites. Est-ce que ça s'est calmé un peu voilà. Non, quand je dis ça, c'est en tant qu'institution. Ce n'est pas en tant que personne ou en tant que vice-président de ce parti à un moment donné. Mais ce que je veux dire,
je crois qu'il est important que je le dise maintenant, c'est que quand on mettait en place le parti NFD, derrière, il y avait un idéal. On s'est regroupé parce qu'on avait un partage. Et à l'époque, il y avait beaucoup de jeunes, hein, je peux vous dire. Je crois qu'ils se reconnaîtront là. Beaucoup de jeunes, on s'était mis ensemble parce qu'on avait un partage, un certain nombre de valeurs qui étaient aux antipodes avec les pratiques, j'allais dire, politiciennes qu'on remarquait un peu partout. Mais bon, on a remarqué que parmi nous, malheureusement, certaines personnes continuaient à s'accommoder avec ces mauvaises pratiques que nous-mêmes on dénonçait. Et je crois qu'on a estimé que c'était dommage, ça ne pouvait pas continuer. Moi, au sorti de la CENI, naturellement, je ferais la politique, mais ce serait pas, malheureusement, ce ne serait pas un FD. D'accord. Et donc, c'est couper le cordon ombilical. Je crois qu'il vous appartiendra de tirer les conclusions. Malheureusement, on va donc terminer cette émission avec ce cordon coupé entre M. Soropogui et son parti de base. C'est peut-être un scoop pour nous. Merci de nous avoir reçus et à la semaine prochaine. Merci.